Donc, je vais donner la parole à Catherine Mongenet, qui est chargée de mission France Université Numérique au ministère de, j'ai envie de dire, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais il n'existe plus sous ce nom pour l'instant, donc au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'espère qu'on vous entend, Madame Mongenet, et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être avec vous à distance aujourd'hui pour cette conférence TIS. Vous avez vu, les aléas du numérique ont créé un petit peu de perturbations. J'espère que tout va aller bien. Quelques mots pour introduire ce colloque auquel je vois que vous êtes venus assister très nombreux. Nous le savons tous, évidemment, le numérique est aujourd'hui un enjeu majeur pour la société, pour ses évolutions, et c'est pourquoi le gouvernement s'est doté en février 2013 d'une feuille de route ambitieuse en matière de numérique. Et l'axe 1 de cette feuille de route, de cette stratégie, est centré sur la jeunesse, l'école et l'université. En effet, le numérique bouleverse le secteur de l'éducation et tout particulièrement celui de l'enseignement supérieur. Avec l'accès généralisé à l'information et aux ressources libres, avec un public qui s'élargit et exprime des besoins grandissants de formation tout au long de la vie, le numérique constitue aujourd'hui pour l'enseignement supérieur une innovation de rupture qui impose aux universités et aux écoles d'évoluer dans leur rôle d'opérateurs de formation. Ces changements profonds doivent être accompagnés et c'est pourquoi Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a décidé de mettre dès 2013 le numérique au cœur de son projet stratégique. L'objectif du ministère est d'augmenter de manière significative l'offre de formation disponible en numérique, de faire évoluer les pratiques pédagogiques à l'aide du numérique, de faciliter l'accès à la formation à tous les publics, de renforcer les échanges entre l'enseignement supérieur et la société, ainsi que l'attractivité internationale de la formation, de la France. Pour autant, développer une offre de formation riche et largement utilisée nécessite des plateformes performantes, robustes, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'un suivi des étudiants depuis leur inscription jusqu'à leur diplomation. Cela requiert à la fois des infrastructures de qualité et un système d'information efficace. Et c'est donc bien l'ensemble de ces sujets qui doivent être pris en compte pour accompagner la transformation de l'enseignement supérieur et l'intégration du numérique au cœur des formations, afin de faciliter la réussite des étudiants et de mieux répondre aux besoins de la formation tout au long de la vie. Et c'est bien l'ensemble de ces sujets qui sont intégrés dans l'agenda numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche que la ministre a présenté au mois d'octobre 2013. Cet agenda numérique est composé de 18 actions et organisé autour de 4 axes prioritaires. Le premier axe est centré sur la réussite et l'insertion des étudiants. L'objectif est ici à la fois de renforcer l'usage du numérique dans les formations et d'utiliser le numérique pour aider à la fois l'orientation des étudiants et faciliter leur insertion professionnelle. Au niveau des formations, l'objectif est double. Il s'agit d'une part d'intégrer l'usage du numérique dans les formations en présentiel, la notion de formation hybride, le blended learning, le développement de dispositifs de classe inversée. Il s'agit d'autre part de développer des formations en ligne qui permettront de répondre aux besoins grandissants de formation tout au long de la vie et donneront une meilleure visibilité internationale à l'offre universitaire française, en particulier au niveau de la francophonie. Le deuxième axe stratégique de cet agenda vise à utiliser le numérique comme outil de la rénovation des pratiques pédagogiques. En effet, le développement d'une offre de formation intégrant le numérique, depuis le présentiel enrichi jusqu'à des formations intégralement en ligne, ne peut se faire sans une implication forte des enseignants et des équipes pédagogiques et sans une évolution des pratiques pédagogiques. Et cela passe d'une part par la formation et l'accompagnement des enseignants à l'usage du numérique, par une évolution des dispositifs réglementaires pour permettre une meilleure valorisation dans l'évolution de la carrière des enseignants-chercheurs de leur investissement pédagogique. Ça passe également par le renforcement des services d'appui et d'ingénierie pédagogique dans les établissements, en veillant à leur articulation et à leur interaction avec l'ensemble des services qui concourent au développement du numérique sur les campus, qu'il s'agisse des DSI, des services communs de documentation, des services d'orientation, des services de formation continue par exemple.
Et enfin, il s'agit naturellement de soutenir la recherche pluridisciplinaire sur l'éducation et le renforcement de la recherche et de l'innovation visant à produire de nouveaux dispositifs innovants pour les formations à tous les niveaux et pour analyser leurs impacts sur les apprentissages. Le troisième axe stratégique de l'agenda est intitulé « Le numérique au cœur du développement des campus d'avenir ». Il traite des aspects d'infrastructure, de services et de systèmes d'information. Il s'agit d'une part de rationaliser les infrastructures et les services, avec la mise en place de data centers, avec le développement de cloud, d'offres de services dans le cloud. Il s'agit d'autre part d'intégrer le numérique dans l'évolution et l'évolution pédagogique qu'il induit dans les constructions et dans les rénovations bâtimentaires. Et enfin, il s'agit naturellement de rendre plus performants les systèmes d'information des établissements et de renforcer leur interopérabilité avec ceux des organismes de recherche et du ministère pour améliorer entre autres le pilotage et l'aide à la décision. Et enfin, le quatrième axe stratégique de l'agenda numérique est intitulé « Le numérique pour une université ouverte et attractive ». Il vise d'une part à développer des actions spécifiques à destination de la francophonie et d'autre part à articuler les initiatives françaises avec les stratégies européennes et internationales. Cet agenda numérique a donc été mis en place il y a maintenant un peu plus d'un an. Le pilotage de cet agenda est placé sous la coordination des services du ministère, la DGCIP et la DGRI. Plusieurs comités de pilotage ont été mis en place pour suivre l'ensemble des actions, en y associant les acteurs de l'écosystème, au premier rang desquels, naturellement, la CPU, la CDFI, la MUR, Renater, GENSI, les organismes de recherche et des experts dans différents domaines. Et je sais que dans la salle, certains d'entre vous font partie de l'un ou l'autre de ces comités de suivi. Parmi les actions de cet agenda, celle consacrée à France Université Numérique vise à accompagner la transformation des formations avec et par le numérique. Et vous le savez, et plusieurs interlocuteurs qui m'ont précédé l'ont mentionné dans leur intervention, la première action concrète qui a été lancée dans ce domaine a été, dès l'été 2013, la mise en place d'une plateforme de MOOC. Cette plateforme baptisée Fun a été lancée en octobre de l'année dernière avec les 25 premiers MOOC des 10 universités et des 10 premières universités et écoles françaises. Et parmi ces 10 pionniers, l'Université de Montpellier et l'IUT Béziers, avec le MOOC porté par Laurent Vassallo et Christa Pellissier sur la ville durable. Aujourd'hui, cette plateforme héberge une soixantaine de MOOC issus de 25 établissements différents. Et d'ici mars 2015, c'est plus de 110 MOOC qui auront été dispensés sur Fun, émanant d'une quarantaine d'établissements. L'évolution de la plateforme au niveau de ses inscrits est tout à fait significative, puisqu'aujourd'hui nous avons 230 000 internautes qui sont inscrits sur la plateforme et que l'ensemble des MOOC qui ont été joués sur Fun ou qui sont ouverts aux inscriptions totalisent aujourd'hui plus de 450 000 inscrits. En termes de développement, nous voyons arriver sur Fun, et vous les verrez dès le printemps prochain, des premiers MOOC à l'international. Nous allons accueillir une demi-douzaine de MOOC en français issus d'universités du Sud, dans un partenariat avec l'AUF. Et vous verrez sur Fun au printemps un MOOC vietnamien, des MOOC issus d'universités tunisiennes, marocaines, maliennes et un MOOC issu du Burkina Faso. Vous verrez également très prochainement sur Fun deux MOOC de l'Université libre de Bruxelles et des projets de MOOC qui sont en train de se construire en partenariat entre des professeurs français et des professeurs de pays du Sud dans des relations liées à des relations de formation et de recherche. Ce que nous faisons actuellement, c'est la mise en place de la certification et c'est un suivi attentif des évolutions que les MOOC sont en train d'apporter dans nos universités. On suit avec beaucoup d'attention l'usage qui est fait de certains MOOC en interne sur les campus, dans le dispositif de classe inversée. Et évidemment, comme le soulignait Alain Kabenocki, on suit avec beaucoup d'attention les établissements et les MOOC qui intéressent particulièrement la formation continue, puisque nous sommes bien conscients qu'il y a là un levier important de développement d'une offre numérique française visible et attractive.
Au-delà de cette initiative sur France Université Numérique et sa plateforme de MOOC, le ministère soutient naturellement les établissements dans leurs évolutions. Vous avez suivi, j'imagine, avec beaucoup d'attention l'appel à projet CréaMOOC qui a été lancé au printemps et qui a été notifié il y a quelques semaines et qui vise à renforcer les équipements numériques pour la production numérique dans les universités et les écoles dans une dynamique de politique de site. Vous suivez, j'imagine, avec beaucoup d'attention le prochain appel à projet IDEFI numérique. Donc, vous le voyez, un soutien très fort du ministère et une attention très forte à l'ensemble des sujets autour du numérique. On le sait tous, le numérique est un enjeu majeur. Un des enjeux principaux, c'est naturellement la place de la pédagogie et l'articulation du numérique et de l'évolution des pratiques pédagogiques. Si vous êtes si nombreux pour ces 3 jours de colloque à TIS 2014, c'est bien parce que ces sujets sont au cœur de vos préoccupations. Je ne doute pas que ce colloque sera très riche d'échanges et de retours d'expérience et d'analyse. Au niveau du ministère, on suit évidemment avec beaucoup d'attention au sein de ce colloque. Au nom de Simone Bonafou, directrice générale de l'enseignement supérieur et en mon nom, je vous souhaite un excellent colloque, riche d'échanges et de partage d'expériences. Excellent colloque à tous et bonne journée. Merci. On va continuer et terminer avec le comité d'organisation. Je vais donner la parole à Stéphane Uceri qui est coprésident de ce comité d'organisation et qui va dire quelques mots. Bonjour, mesdames et messieurs. Il est très difficile de dire quelque chose qui n'a pas été déjà dit. Donc, je vais faire vite pour donner le plus possible d'espace aux collègues comité d'organisation et conférence du futur. Avant tout, j'ai reçu un coup de fil de Anne-Yvonne Ledin, qui est vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon, chargée de la recherche et députée à l'Assemblée nationale, qui était très intéressée à participer, mais au dernier moment, elle n'a pas pu. Et donc, elle s'excuse pour ne pas avoir pu venir pour des raisons de santé. Tout le monde, maintenant, il y a des virus partout, donc elle ne peut pas. Et elle s'excuse, mais elle nous souhaite tout le mieux. Deuxième chose, je voudrais remercier énormément Claude Frasson, qui est à Montréal, parce que peut-être on ne se rend pas compte de la distance, mais dans la distance, il y a aussi, comme Michel Robert l'avait dit, combler la distance, il y a aussi des changements de temps. Donc, il est 3 heures à Montréal maintenant. Et donc, Claude, merci beaucoup pour ta visio-présence. Finalement, j'ai rebondi sur la phrase du collègue et ami Michel Robert qui disait « c'est une façon de combler la distance ». Alors, qu'est-ce que c'est un IUT sinon une façon de combler la distance, de porter, de amener la culture, la science et les professions dans des lieux qui sont un peu distants du centre du monde, entre guillemets. Et donc, à partir de cela, évidemment, le but n'est pas seulement d'enseigner, mais surtout que quelqu'un apprend. Et je pense que TIS, qui parle d'enseignement, il y a la E, en effet, aujourd'hui, grâce aux technologies et aux disciplines que nous cultivons ici, devient de plus en plus une opportunité pour combler la distance, pour qu'il y ait plus de gens qui apprennent et mieux. Dans ce sens-là, l'IUT de Béziers et le comité d'organisation a été exceptionnel pour mettre en place tout ce qu'on peut pour combler la distance. Et c'est à Philippe Pujas et à Christa Pellissier de vous en parler de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Christa Pellissier, enseignante ici même à l'IUT de Béziers. Et je souhaitais, dans le cadre de cette présentation de ce comité d'organisation, vous raconter une histoire. Alors, cette petite histoire, elle est liée à un petit singe qui se trouve là-haut et qui, lui-même, a pensé et va vous raconter ce qui s'est passé pendant 10 mois à l'IUT de Béziers pour cette organisation. Mais toute belle et grande histoire commence par « Il était une fois ».
Il était une fois Stefano Seri, qui est venu à l'IUT de Béziers, je ne sais plus, je crois que c'était en mars dernier, et qui nous a dit il faut innover. Il faut faire des propositions pour la conférence du futur de l'an 2030. Sur la plage. Et alors, Philippe, tu t'es souvenu ce que tu avais répondu? Ouais, c'est vrai que c'était une proposition intéressante. Et alors, on a dit, même pas peur, Stefano. Alors, on y va. Et on va même la faire tout de suite, la conférence de l'an 2030. Alors, la conférence de l'an 2030, pour cela, et Philippe a rassemblé un certain nombre de personnes. Une équipe motivée, qui est composée, j'insiste là-dessus, à la fois des personnes qui sont enseignantes, chercheurs, mais aussi des administratifs dont vous aurez l'occasion de rencontrer dans les salles de pause. Donc c'est une grande équipe qui, petit à petit, a fait de mon petit singe quelqu'un de grand. Donc cette équipe a réfléchi, a mené une réflexion sur 3 aspects. Le premier, ce sont des supports de communication. Le second, c'est sur les échanges en présentiel et à distance. Et le troisième, sur la mise en place du réseau social. Mais tout d'abord, les supports de communication. 4 aspects ont été développés. Le premier, je te le laisse le présenter, c'est un agenda ICAL. Oui, alors on s'est dit, aujourd'hui, on est tous hyper connectés. D'ailleurs, la première réflexion que j'ai entendue ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu du rhum. Donc effectivement, on est tous hyper connectés et ce qu'on a souhaité faire, c'est que l'agenda de la conférence, dès les premières versions, soit disponible en ligne, dynamique, c'est-à-dire sous la forme d'un lien ICAL, que je vous invite à insérer dans votre tablette ou téléphone ou ordinateur. Et toutes les modifications qu'on a fait pendant les 2-3 mois pendant lesquels on a travaillé sur le programme étaient faites en direct sur les agendas de tout le monde. Alors l'autre innovation, c'était de dire ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir mon agenda personnel, c'est-à-dire la liste des communications ou des sessions auxquelles je veux assister, et pas celles qui ne m'intéressent pas ou qui m'intéressent moins ou qui sont en parallèle et que je ne peux pas suivre. Et en fait, on a généré 2 agendas ICAL dynamiques. Un qui est l'agenda complet de la conférence, qui correspond au programme que vous avez, et un que vous trouverez dans votre espace personnel du réseau social, qui est le vôtre, qui correspond uniquement aux sessions auxquelles vous avez décidé de suivre. Enfin, ça, c'est sans relation avec celle que vous avez déclarée au comité d'organisation, hein, c'est celle que vous avez accepté de suivre au sens du réseau social. Ensuite, à côté de cet agenda, nous avons développé une réflexion sur les posters de demain. Vous allez tous en conférence et vous voyez apparaître des posters, à 0 en général, pour présenter des résultats de recherche. Nous avons souhaité essayer de mettre du numérique dans ces posters avec de l'interactivité. Donc dans la session poster qui vous est présentée, là où vous aurez la plupart des repas et des pauses café, vous aurez des posters interactifs. Vous regarderez, il y a des écrans avec des stylets qui vous permettent bien sûr de consulter les différents supports, mais aussi de dialoguer avec la personne qui a conçu le poster dynamique. Un dernier aspect sur ces supports d'apprentissage et qui, pour nous, sont vraiment ouverts sur ce dispositif d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, c'est le boîtier interactif. Il s'agit de votre badge que vous avez autour du cou. Et ce badge vous permet d'avoir 3 positions que je laisse présenter par Philippe. Alors, dans le cadre de notre réflexion sur la conférence du futur, il est apparu qu'il fallait proposer une expérience augmentée et enrichie de la conférence. Donc on a mis en place un réseau social privé pour vous et pour les différents participants, y compris les participants à distance. Et on a souhaité mettre en place des interfaces d'interaction monde réel, réseau social, qui sont ces box TIS que vous verrez un petit peu partout dans la conférence et qui clignotent en bleu quand elles vont bien et en rouge quand elles ont des soucis, qui sont des prototypes, hein, bien entendu.
Et votre badge est un badge à fréquence radio, donc sans contact, qui contient un identifiant unique qui vous identifie dans le réseau social. Quand vous passez le badge sur une des boîtes, des box TIS, eh bien, cela va imprimer votre marque dans le réseau social. Donc, si vous le faites de manière standard, ça imprime votre marque dans le réseau social, dans votre partie privée. Mais vous pouvez aussi faire, à la façon de Facebook, un j'aime, qui est plutôt quelque chose comme ceci m'intéresse au sens professionnel. Et à ce moment-là, le message est envoyé et dans votre espace privé et dans l'espace public associé à la session qui est en train de se dérouler. Autrement dit, là, dès que la conférence invitée numéro 1 va démarrer avec Jacques Mousteau, eh bien, vous pourrez, à la fin de la conférence, par exemple, venir dire que vous avez apprécié cette conférence simplement en suivant le protocole qui est très simple. Il faut juste appuyer sur un bouton et passer votre badge et ensuite ça s'imprimera automatiquement au niveau du réseau social. Le troisième mode, donc il y a je laisse ma trace, j'ai aimé la conférence, la communication. Un autre mode auquel on a pensé, c'est l'échange d'identité numérique, c'est-à-dire plutôt que d'échanger vos cartes de visite, ce que vous allez faire peut-être, ou que vous allez griffonner sur un bloc-notes l'adresse de vos collègues, eh bien, il y a un mode qui permet de faire cet échange-là au sens du réseau social. Donc, une fois que chacun a rempli son profil sur le réseau social, vous aurez accès à la liste des gens que vous avez rencontrés et avec qui vous avez envie de collaborer éventuellement par la suite. Et tout ceci est aussi horodaté, ce qui nous a semblé assez important parce que vous allez vivre 2 jours et demi très intenses, comme chaque fois en conférence. Vous allez rentrer dans vos labos, dans vos écoles, vos instituts, et vous allez être à fond, comme d'habitude. Et dans 2 semaines, vous vous direz « Oui, mais j'ai rencontré quelqu'un, c'était intéressant, on pourrait peut-être montrer quelque chose, mais je ne me souviens plus qui c'est. » Eh bien, dans le réseau social, vous aurez la trace, vous aurez toujours la trace de quand est-ce que vous l'avez rencontré et qui c'était. Et ça vous aidera à vous souvenir et à retrouver vos contacts. Donc ce mode-là, c'est un mode qui permet de faire un échange d'amis, au sens Facebook, moi je dirais plutôt de contacts, au sens professionnel, simplement en faisant passer le badge de chacune des personnes que vous voulez mettre en lien sur le système. Donc normalement, si vous voulez faire un lien avec 2 personnes, il y a 2 badges à passer, mais ça marche aussi avec un lien avec un petit groupe de N personnes. Merci. Donc, suite à ces aspects de support, on a mis en place des échanges en présentiel et à distance. Là, on a commencé à le voir. Et plus particulièrement, nous avons souhaité mettre en place des salons d'échange avec les personnes donc en présentiel et à distance à travers ce type de choses. Vous pouvez vous connecter, après avoir choisi une conférence particulière, vous connecter sur discussion et ainsi participer avec nous en direct par rapport à la présentation orale, des échanges qui peuvent soit être des commentaires, soit des questions, il y a dans l'assemblée des community managers qui vont faire la synthèse de ce qui s'y passe, récupérer les questions, et à la fin de chaque intervention, ces personnes-là, on leur donnera la parole pour simplement reformuler ce qui s'est passé en termes de synthèse ou de questionnement. On a aussi un système d'enregistrement et de rediffusion des communications. Bien sûr, cela permet de mettre à disposition de tous des communications qui se passent et aussi à des personnes qui sont à distance et qui se sont inscrites à la conférence. Donc on a des personnes à distance et on aura des personnes qui auront accès aux vidéos un tout petit peu plus tard, puisque chacune des vidéos seront ensuite mises dans le réseau social. Dans le réseau social, vous avez le fichier du conférencier avec ses actes, le support diaporama, la vidéo qui a été prise par nos équipes et qui vient compléter, plus le chat, ici présent, que nous formulerons en PDF et que nous mettrons à l'intérieur de cette communication. Je vais compléter ce que tu dis, Christa, parce qu'on est vraiment dans un mode collaboratif. Étant entre personnes de bonne compagnie, nous avons décidé de laisser la possibilité à tout un chacun de venir compléter les bases documentaires du réseau social. Autrement dit, si pour une communication qui n'est pas la vôtre, vous pensez que vous avez des photos, des documents, des vidéos qui sont intéressantes pour la communauté, vous pouvez les déposer dans le réseau social et elles seront ainsi à disposition de tout le monde. Je pense que c'est un point intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez tous des liens en veux-tu, en voilà. Et là, au moins, ils sont mis à disposition de tout le monde. Après, on peut toujours les supprimer si on se rend compte que ce n'était pas très intéressant. Très bien.
Et notre petit singe évolue toujours et va vers le réseau social. Donc, je ne vais pas rappeler ce que Philippe nous a présenté, mais simplement pour vous dire que vous pouvez badger suivant trois possibilités. La première, hein, c'est de dire j'étais là, dans cette conférence-là, donc je badge. La deuxième, c'est de dire j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, je veux échanger avec lui ses coordonnées, je badge. Et la troisième, c'est de dire j'ai aimé, ou je trouve que la participation de la communauté par rapport à ce qui s'est passé était fort intéressante, donc je badge aussi. On notera dans ce chat animé alors, une volonté particulière. Vous avez vu le vidéoprojecteur, il n'est pas devant, il est derrière. D'accord ? Alors, certes, ça a une influence d'un point de vue de la visibilité. Je vous demande d'être indulgent. Là aussi, on essaye d'innover et de se dire que, bon, on essaye d'afficher des supports supplémentaires qui nous semblent pertinents pour la communauté. Alors, puisque tu parles de ça, je vais compléter. Donc, l'écran sur lequel on va essayer de pouvoir suivre les salons de discussion en direct, c'est une réalisation de l'IUT entièrement. Donc, effectivement, on se rend compte là qu'il y a encore des choses à améliorer, notamment les supports réflexifs qu'on utilise. Donc, soyez indulgents, mais vous voyez le travail qui a été fait, vous noterez le niveau de professionnalisme de la réalisation aussi. Donc là, je tiens à remercier Philippe qui a réalisé cet écran. Très bien. Donc, j'arrive au terme de ma présentation. Simplement, je voulais remettre tout ce travail d'organisation en se posant la question, mais au fait, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, on aurait pu imaginer des systèmes qui, on va dire en complément de tout ce qu'on vient de vous présenter, permettent de rechercher une communication. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous avez oublié. Mais vous voudriez rechercher cette communication, soit par mots-clés, soit par nom d'auteur, ou alors la liste des personnes qui vous assemblaient, enfin qui étaient dans l'assemblée. Deuxième aspect, on aurait pu intégrer ces données dans vos bibliothèques personnelles. On a tous présenté des communications et on souhaite vraiment que ça enrichisse notre CV. Comment faire ? Aujourd'hui, les propositions que nous faisons, hélas, ne répondent pas à cela. Et on aurait pu aussi taguer certaines communications en fonction de notre prochain article ou notre prochaine communication, pour faciliter à la fois l'écriture, mais aussi, par exemple, l'organisation de nouvel événement. Voilà, et au niveau de la communauté, on pourrait s'interroger sur les tendances scientifiques de ces aspects-là en se posant la question, mais au fait, peut-être que les personnes, tout à l'heure j'ai entendu Fabien qui disait qu'ils avaient organisé au niveau du comité scientifique la meilleure conférence en matière d'écriture. Moi j'aurais envie de dire peut-être que ces aspects-là vous permettraient de voter pour la meilleure communication orale, par exemple, qui viendrait compléter votre opinion scientifique sur l'écrit. Et on pourrait ainsi voter sur le meilleur article en matière de présentation orale, coupler les informations. Pour terminer, on se pose la question, mon petit singe là qui est revenu au goût du jour, mais au fait, avec ces outils, est-ce que tu crois vraiment, Philippe, que j'ai évolué ? Je ne sais pas si toi, tu as évolué, mais ce qui est sûr, c'est que nous, le comité d'organisation, on a très certainement évolué, on a vraiment progressé. Et cette réflexion-là a été pour nous très, très enrichissante, même si on n'a pas réussi à mettre en place tout ce qu'on aurait souhaité. Mais peut-être il y aura encore des développements dans la journée pour des nouveautés. Donc voilà, oui. Avant de démarrer la conférence, je voudrais rappeler rapidement. C'est bon, je peux... Oui, juste pour finir sur la touche de départ. Merci Stéphano. Très rapidement, donc je prends ma casquette de président du comité d'organisation. Donc je voudrais préciser la quantité de travail qu'il faut pour arriver à faire cette conférence. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont bossé derrière. Donc par exemple, le boîtier interactif, là, la Boxtis, c'est à peu près 1000 lignes de programmation en Python, en YAML et en Shell. Et ça représente 150 heures de travail de développement. Le travail sur le réseau social que vous voyez, outre le fait que c'est une plateforme qu'on a adaptée, il y a 1 millier de lignes de code en PHP pour arriver à réaliser les interactions. Ça représente à peu près 20 semaines de travail, à temps plein. L'organisation de la conférence, c'est une vingtaine de réunions pour y arriver.
Alors j'ai regardé dans ma boîte mail, c'était assez rigolo. Donc j'ai envoyé 1000 courriers électroniques pour la conférence. J'en ai reçu 2500 pour l'organisation de la conférence. Alors, tout cela n'est possible parce que mon équipe de l'IUT s'est mobilisée depuis 18 mois pour faire que ça soit une réussite. Alors, je voudrais remercier les techniciens, les administratifs, mes enseignants-chercheurs qui n'ont pas compté leur temps. Je voudrais aussi remercier, c'est important, tous nos sponsors et financeurs. Donc, merci à l'Université Montpellier 2 qui a soutenu ce colloque dès le départ. Merci à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée qui est présente aujourd'hui pour son soutien financier. Merci à la région Languedoc-Roussillon qui soutient également le colloque. Merci à la ville de Béziers qu'on verra ce soir et qui est aussi derrière nous. Je voudrais remercier la société DoYouSoft, qui est une société de Béziers dans le numérique, qui soutient régulièrement les projets de l'IUT et encore ce projet-là. Je voudrais remercier l'INRIA, qui est partenaire de cette conférence. J'en suis très fier. Je voudrais remercier l'Institut Télécom, Mines Télécom, qui fait partie aussi des soutiens très forts. Je voudrais remercier aussi l'Université Numérique, Ingénierie et Technologie, l'UNIT, qui soutient les conférences TIS, comme on l'a dit tout à l'heure. Personnellement, il faut que je remercie ma famille, qui a toléré mon engagement au-delà du raisonnable. J'espère être plus présent les prochaines semaines. Enfin, je dis chaque fois ça. Voilà. Je voudrais aussi finir par un petit couplet sur nos valeurs. Donc, pour organiser cette conférence, nous avons utilisé des logiciels libres ou à code ouvert dans la mesure de nos possibilités. Nous pouvons tous progresser là-dessus, puisque j'ai vu qu'encore un certain nombre d'auteurs utilisaient le format DocX pour produire ces communications. Vous trouverez à l'extérieur, dans l'atrium, un stand de l'association April, qui est une association de promotion du logiciel libre, à laquelle l'IUT est membre, pour laquelle l'IUT est membre. Je voudrais aussi préciser que l'IUT est le premier parrain français de la Free Software Foundation. Là, on en est aussi très, très fiers. Donc ça fait partie de nos valeurs. Je suis sûr que ces discussions-là ont des corollaires forts dans les TICE, notamment sur le Open Education et la diffusion de ces connaissances, comme d'ailleurs le ministère nous a expliqué tout à l'heure, notamment pour la promotion de la langue française. Bonne conférence à tous. Merci d'être là. Merci aux gens qui sont à distance. Merci au ministère. Merci à Claude à Montréal. Merci aux équipes techniques de l'université qui vont filmer cette conférence. Elle est diffusée gratuitement en direct. Et ensuite, comme l'a expliqué Christa, elle sera mise sous la forme de clips pour chaque communication dans le réseau social. Normalement, on a quoi, du H+3 pour avoir les vidéos. On va juste leur mettre de la pression. Voilà. Donc cet après-midi, vous aurez déjà les conférences de ce matin. On va essayer de décaler juste d'une demi-journée. Donc ça aussi, c'est un exploit technique. Un point innovant dont on n'a pas parlé, et j'arrêterai là, il faut que j'arrête de parler parce qu'on a déjà beaucoup de retard, c'est que je pense que c'est une des premières fois qu'il existe la possibilité tarifaire de s'inscrire à une conférence à distance. Il y a une dizaine de personnes qui ont choisi cette option, qui ne sont pas là et pour lesquelles on va tout faire pour qu'ils aient une expérience comme s'ils étaient là de la conférence. Donc je vous invite à bien parler dans les micros, sinon il n'est pas possible de capturer le son pour le diffuser, pour le mettre sur les clips. Je vous invite aussi à respecter les horaires parce que ça complique pour tous les gens, y compris les gens qui sont à distance. Merci à tous.